Bonjour à tous et bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Je me propose dans cette petite vidéo de référencer d'une façon un petit peu factuelle les étapes qui composent, pour ma part, les grands pivots de ce parcours de flamme jumelle. Je vous rappelle que dans la bio, il y a un petit document accessible, gratuit, très facile et ludique à remplir pour faire une petite enquête concernant les flammes jumelles, si vous l'êtes, si vous ne l'êtes pas, si vous vous y sentez pas. C'est uniquement pour pouvoir faire des statistiques pour nous que je pourrais retransmettre pour avoir des données factuelles et pas juste chacun fait à sa sauce. J'aimerais avoir quelque chose de tangible à communiquer à tous. Voilà, c'est le but de cette chaîne, de fédérer. Mes vidéos seront d'ailleurs toujours runner et chaser, et pas l'un contre l'autre, ou voilà, ce principe conflictuel ne fera pas partie de mes engagements ici. Voilà, cela étant dit, j'aimerais vous faire part de ces étapes. Je les ai référencées pour ma part encore une fois, au nombre de 7. Je pense qu'en fait chacun dans son histoire, si on détaille avec précision tout ce qui s'est passé entre la rencontre, le moment où l'on découvre qu'on est en parcours, etc., on pourrait chacun détailler des étapes, 18, 32, 56, voilà. Le principe ici est que ce soit accessible à tout le monde et qu'en début de parcours, on sache un petit peu dans quel pétrin on est amené à travailler. Voilà. Donc, dans un premier temps, la rencontre, qu'on peut également appeler reconnexion. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, expliquant en termes d'énergie quelle est vraiment cette rencontre, on comprend que certains puissent s'interroger sur cette reconnexion. C'est une reconnexion d'âme avant tout, donc une reconnexion énergétique. Qui dit énergie dit magnétisme, magnétisme dit électricité. Et on peut s'interroger sur le fait que cette rencontre soit un coup de foudre. La question se pose en effet parce que cette attraction que l'on n'a pas connue avant est tout à fait surprenante. C'est ce qui rend cette relation déjà dans quelque chose de particulier dès le départ, mais la vision est différente pour le runner et le chaser. Ici, je vais juste parler des étapes clés pour ma part. Qu'est-ce qui s'active à ce moment-là, au moment de la reconnexion? Il s'active une reconnaissance. Une reconnaissance, mais pas que. Il s'active également le contrat que nous avons passé avec nous-mêmes. Et cette énergie que chacun peut appeler comme il le veut, voilà, Dieu, l'énergie vitale, la source, l'énergie universelle, peu importe, nos deux âmes ne sont qu'une âme reliée à cette source, et la reconnexion valide le contrat, qu'on le veuille ou non. À partir de ce moment-là, s'enclenche ce contrat avec toutes les petites lignes qu'on avait totalement oubliées. Et voilà, c'est ce qui est un peu dur du coup dans cette connexion. Mais pas dans un premier temps. Là, on est dans l'évidence, on est dans l'irrésistible attraction vers l'autre. Voilà. S'ensuit l'étape numéro 2, que j'appellerais de façon assez commune avec tout ce que vous pourrez trouver la lune de miel. Donc comme son nom l'indique, c'est un moment agréable, de plénitude, qu'on soit ou pas déjà dans quelque chose d'amoureux ou pas, on est quand même, entre la rencontre et la lune de miel, on est dans quelque chose qui peut être typiquement
classique, même s'il y a quelque chose qu'on ressent de différent, c'est quand même des commencements qui sont assez communs avec d'autres types de relations qu'on a pu rencontrer. Et voilà, à ce stade-là, on se contente juste de vivre pleinement ces moments que l'on trouve hors du temps, ces moments qui sont la complémentarité en fait de nous-mêmes. Tout s'explique de façon énergétique parce qu'en effet, on a rencontré notre complément. Hein. Donc voilà, c'est assez rationnel énergétiquement parlant. S'ensuit l'étape numéro 3 que j'ai appelée le réveil des égos. Sachant que les étapes n'ont pas de durée en fait. J'ai envie de dire que même ce parcours, en fait, c'est la distance qui vous sépare, c'est la distance en temps qui vous sépare du début de votre relation jusqu'à maintenant, du fait que vous êtes en train de regarder des vidéos et de chercher des informations. En fait, c'est le temps qui va créer la compréhension du fait que vous êtes dans quelque chose qui est très différent de ce que vous avez déjà vécu. Donc, revenons à nos moutons, le réveil des égos. On dit que le chaser est le porteur de mémoire. On dit également que le runner est le porteur de la réunion. Donc, on voit dans ces deux interprétations que chacun a un rôle défini, chacun a des actions à faire, chacun a des décisions à prendre, a un rôle à jouer. Ça, on le verra dans d'autres vidéos plus détaillées. Pour l'heure, on se retrouve avec un porteur de mémoire, volontaire, engagé. Il sait qui est son autre. Là c'est engagé le programme, le mode combat actif, le chaser sait. Il veut le dire à l'autre. Il ne comprend pas pourquoi l'autre ne comprend pas. Mode actif, combat, voilà. Il y aura beaucoup d'anecdotes sur ce mode combat du chaser activé. De l'autre côté, on a notre runner qui vit le lien en comprenant qu'il y a un lien assez hors du commun, assez impalpable, assez subtil. Hein. Le runner est dans le yin. Et en étant connecté subtilement, il accepte de ne pas comprendre. Il s'en fout, en fait. Il est dans un lien, oui, qui est particulier, oui, ok, bon, on est connecté, j'avais jamais vécu ça avant. Donc le runner, il s'en tape un petit peu, quand même. Hein. Et c'est pas grave, c'est son rôle, en fait. Chacun a une structure différente, et là, il est, par contre, dans son ego, qu'on pourra appeler ego inversé, on verra ça peut-être un petit peu plus tard dans des vidéos plus pointues, il va activer le mode fuite. Voilà. Parce que lui, à contrario du chaser qui sait tout, qui veut tout dire, qui veut tout expliquer, qui veut tout comprendre, qui veut surtout garder son autre avec lui, on a quelqu'un qui s'en fout. On a quelqu'un qui veut savoir, on a quelqu'un qui s'en fout. Donc en fait, ça va finir par vraiment casser les pieds à la personne qui s'en fout, d'avoir quelqu'un qui en permanence essaye de lui faire rentrer des informations dont il n'a rien à faire et qui lui pèsent en fait. Le runner, il vit dans la légèreté, dans l'oisiveté, dans toutes ces qualités qui lui sont propres. Et le mode proactif qui s'active au moment du réveil des égos, du chaser, ça le gave graduellement en fait. Il n'a pas envie de subir quelque chose dont il se fout en fait. Il se contente de vivre la relation sans avoir besoin d'autre chose. Là, on peut voir que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut avoir des petits textos d'un mot ou deux de votre runner. Et la version thèse, antithèse, conclusion, nota bene, thèse, antithèse, conclusion, voilà.
voyez? Donc, quand on écrit ce genre de choses à quelqu'un qui s'en tape, il a beau vous aimer d'une manière inconditionnelle, ne le sachant pas vraiment encore, bah, disons que lui, il n'a pas envie de savoir. Donc c'est le moment où les égos se frottent de façon crescendo. On en arrive à l'étape 4, qui est l'étape de la rupture ou de la séparation. En tout cas, une étape très difficile pour le chaser, parce que lui qui n'aime pas le silence, lui qui veut son autre, lui qui veut être du coup dans le contrôle, ça c'est quelque chose qui va lui coûter cher, parce que du coup tout va lui être coupé en fait dans cette étape de séparation, de rupture. Chacun la vivra d'une façon différente, s'il y a déjà eu des relations amoureuses ou pas, s'il y a déjà eu... Enfin, la vie du runner reprend son cours à ce moment-là, en fait, parce que il se sent libéré de ce fardeau, de cette lourdeur. Là, le chaser, lui, est perdu dans les silences de son runner. Les silences de son runner, qu'il interprète comme une fuite. Est-ce vraiment une fuite quand on a un runner qui vous dit je ne veux pas de cette relation, je n'ai pas envie de cette relation? Le runner veut rester sur quelque chose de très superficiel, il a goûté à quelque chose qui est extrêmement intense et où il ne veut pas s'impliquer, donc en général il le dit. Le chaser l'interprète comme une fuite. C'est plutôt quelqu'un qui vous dit qu'il ne veut pas. Et qu'il faut entendre cela. Voilà. Cela n'empêche que les runners qui reviennent, qui s'amusent ponctuellement à garder quand même le courant actif pour venir se recharger en yang, doivent parallèlement entendre qu'ils ne veulent pas de la relation, donc ils ne peuvent pas avoir des petites options de venir juste taper à la porte de temps en temps. Ça va aussi avec leur refus de vouloir cette relation. Chacun a un parti à avoir et à garder, sachant que le lien est très intense et que poser ses limites pour le chaser est assez compliqué, parce qu'il veut cet autre, qu'il sait être lui et son complément parfait. Voilà. On retrouve ici un procédé psychologique qu'on appelle le triangle de Karpman, qui veut qu'on soit à tour de rôle dans nos relations sociales, affectives ou quoi que ce soit, nos relations humaines, bourreau ou victime ou sauveur. Hein, c'est un triangle. J'arriverai peut-être à le mettre quelque part, à l'incruster ici. On en reparlera un petit peu plus si j'ai des questions supplémentaires là-dessus, mais pour en revenir à notre thématique, dans cette histoire de séparation, le runner qui veut toujours être agréable, se faire aimer, être toujours dans cette dynamique de chercher l'amour, de ne pas faire de mal, d'être plutôt dans l'empathie, se retrouve à devoir prendre une décision et quitte son statut de victime passive en forçant la rupture, en forçant la rupture avec mille stratagèmes, hein, pour qu'il se sente déculpabilisé de lui-même avoir imposé la rupture. Hein. Il peut inviter une personne tierce à rentrer dans sa vie, voilà. Il y a plein de façons de faire en sorte que la rupture arrive. Il bascule ainsi dans le statut de bourreau, qui refuse, mais du coup il a dû sortir son mode de survie pour pouvoir se sortir de cette situation, qui était suffocante, avec un chaser qui veut absolument être avec lui, être dans cette
dépendance. En basculant en bourreau, le chaser, qui lui était jusque-là sauveur, qui voulait absolument expliquer en long, en large, en travers à son autre qu'ils sont unis pour la vie à toujours et à jamais, se retrouve sous le bourreau, victime. Le statut de victime pour le chaser est impossible, intolérable. C'est quelqu'un, ce sont des caractères qui se sont forgés, on le verra aussi, de façon à structurer une rigueur et ce statut de victime est absolument intolérable. Il s'y retrouve propulsé et on en arrive à la cinquième, pardon, la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, elle est... c'est le chaser qui la gagne. Voilà, c'est la récompense. Il faut le dire avec humour, hein, parce que voilà, quand on l'a vécu, c'est bien de pouvoir en parler avec un sourire. C'est une... j'ai appelé ça à ce moment-là, et je peux encore le dire, une décapitation. J'ai vécu ça, en plus moi j'ai une date vraiment extrêmement précise, donc un tsunami. Un tsunami, voilà, un tsunami avec sur l'échelle de Richter un truc qui va au-delà de tout ce qui est... de tout ce qui a été vécu jusqu'à présent, en fait. C'est l'âme qui se déchire. C'est vraiment, c'est une sensation. Alors là, on en parle dans une relation FJ. La nuit noire de l'âme, c'est quelque chose que vivent de façon assez courante les gens qui ont à lutter contre une douleur exacerbée dans la vie. Un deuil, une maladie, tous ces gens qu'on voit changer de carrière suite à une grosse maladie, qu'on voit avoir un autre mode de vie, qu'on voit déménager à l'autre bout du monde, tout ça, en fait ça c'est des nuits noires de l'âme. Ce sont des changements de vie induits par le fait que notre âme est poussée à bout pour se souvenir de ce qu'elle était venue faire ici, en fait. Hein, c'est ni plus ni moins que ça, mais c'est d'une violence qui tue, en fait, qui éradique tout ce qui existait avant. Et c'est ce qui, voilà, c'est d'où la souffrance. C'est un peu difficile à dire autrement. En étape 6, j'ai rangé le travail sur soi, parce que suite à la nuit noire de l'âme, il ne va pas se retrouver 50 solutions. Il faut se dépatouiller dans un marasme d'éveil spirituel, de notions de flammes jumelles qui débarquent sur le tapis, pour ceux qui l'apprennent à ce moment-là. Moi, ça a été mon cas, mais voilà, je ne pourrais pas parler de gens qui l'auraient découvert avant. Pour être tout à fait honnête, en fait, si un an avant ma nuit noire de l'âme, en fait, j'étais tombée sur un article en me disant « Ah bah oui, c'est ça cette relation, ah ok, bon bah je suis de chaser, c'est clair, ok, c'est fini, bon bah voilà, c'est bon, c'est fini. » Voilà. Bon, 6 mois, 8 mois après, ça s'est pas passé comme je me l'étais dit de façon intellectuelle. Donc, le travail sur soi, c'est voilà, une quête de solution, une reconstruction, la quête de la fameuse complétude et de l'amour inconditionnel dont on tartine des romans et qu'à ce stade-là, on est totalement incapable de définir en fait. C'est pour ça que le chaser est tant en recherche, c'est-à-dire qu'on lui parle de choses qu'il ne peut pas comprendre au moment où il les vit. Donc la multitude de vidéos, de blogs, de choses, tout ça c'est extraordinaire pour faire le tri et trouver les contenus qui nous conviennent, en fait, hein, pour pouvoir avancer.
Ce travail sur soi, c'est compenser ce que notre runner nous a apporté de façon totalement naturelle, qu'on a pris pour acquis, sauf que c'était lui, et qu'il faut faire un travail sur soi pour pouvoir être complet et autonome nous-mêmes, sans avoir besoin de lui. C'est aussi dans cette partie-ci qu'on pourra mettre ce que vous allez trouver comme la terminologie, le switch. J'ai tendance à personnaliser un petit peu l'expression en disant la runnerisation. Parce que c'est super agréable, chers amis runners, en tant que cheerleader, d'avoir le fameux bouton dont vous pouvez jouer à profusion, ce fameux bouton on-off qui vous libère ponctuellement de votre autre, enfin ne serait-ce que, voilà, de façon qui vous permet de continuer votre vie en fait, hein, de façon beaucoup plus sereine, voilà. Voilà, donc j'appelle ça la runnerisation, parce que c'est très agréable en fait cette partie de pouvoir être toujours lié à vous, mais sans cette voilà, c'est martèlement, voilà, c'est très bien. Et la dernière partie qui est la partie 7, c'est une étape qui va peut-être différer d'autres contenus que vous avez vus, c'est-à-dire que cette dernière étape, c'est la réunion à soi. Je pense que c'est intéressant dès le départ de comprendre que l'objectif est de se réunir soi. C'est pour ça que dans mes premières vidéos, j'ai fait un parallèle avec le yin, le yang. Ça me paraît important de savoir notre polarité, de savoir qu'est-ce qu'il faut travailler. La compréhension cicatrise les blessures. Et cette 7e étape, la réunion avec vous-même, vous ouvre les portes d'autres étapes qu'on aura l'occasion de voir. Mais dans cette vidéo, je m'arrête à cette 7e étape. Cette 7e étape, c'est la réunion avec vous. C'est la libération de vos blessures, c'est l'acceptation de ce lien, qui est une étape importante. Peu importe que vous vous réunissiez, ou que vous vous revoyiez, ou qu'il puisse y avoir d'autres histoires avec votre runner, en fait, c'est la clé de voûte d'un autre commencement. Le vôtre en premier. Si il ou elle revient dans l'histoire, c'est aussi son choix. Voilà. C'est le point de mire qu'il faut avoir en ligne directrice. J'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelques clés. C'est juste mes interprétations personnelles, donc les commentaires sont à vous. Je ne ferai pas de gestion d'ego, hein, voilà. Donc tout ce qui est constructif sera bienvenu et le reste n'existera pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt.